Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ou plutôt cette nouvelle vidéo YouTube qui est extraite d'un podcast. Un podcast passionnant avec Émilie qui est neuroscientifique et on va vous parler du microbiote. Évidemment, on va vous expliquer ce que c'est. Vous allez comprendre comment, dans votre ventre, vous avez énormément d'outils et de clés pour prendre soin de votre santé. Mais on va pas parler que de gestion, on va regarder ensemble l'impact au niveau de votre cerveau, mais de d'autres maladies. Parce que oui, ce que vous allez mettre dans votre ventre va avoir beaucoup plus d'impact sur votre santé que ce que vous pouvez imaginer. C'est donc un extrait d'un podcast qui sortira dans quelques jours, mais en attendant, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode. Toi, tu t'es donc beaucoup intéressé au microbiome, on va en parler. Déjà, est-ce que tu peux le définir rapidement, qu'est-ce que le microbiome? Ouais, le définir. Alors, le microbiome intestinal, c'est l'ensemble des bactéries et autres micro-organismes qui vivent dans notre intestin, enfin, le microbiome intestinal dans l'intestin, donc de la bouche jusqu'à l'anus. On a un microbiome dans la salivaire, on a un microbiome tout le long de l'intestin jusqu'à l'anus. Souvent, on étudie beaucoup plus le microbiome fécal, parce qu'il est facile d'accès, c'est pas invasif, ça coûte pas très cher de le récolter. Et moi, mon doctorat, j'ai étudié le microbiome salivaire, duodénogéginal, juste après l'estomac. C'était un petit peu plus invasif. Merci aux participants qui m'ont donné leur corps. Et le microbiome fécal. Donc voilà, il n'y a pas que le microbiome fécal, juste. Ok. Et donc, à quel point est-ce que c'est intéressant de prendre soin de ce microbiome? Première, je pense qu'on peut le faire en deux temps. Une fois encore, premièrement, sur le côté juste digestif, mais d'ailleurs aussi, quels sont les autres aspects de notre santé qui peuvent être impactés par ce microbiome, en dehors de juste notre digestion? Je pense qu'il faudrait prouver qu'il n'y a pas un aspect de notre santé qui n'est pas impacté par le microbiome intestinal. Ok, intéressant. Je pense qu'on n'est pas juste humain, on est des holobiontes, on est un mix de micro-organismes et d'humains. Et je suis convaincue qu'on ne peut pas imaginer à quel point ce microbiome intestinal influence notre santé, peut-être même notre comportement et nos prises de décision. Et en fait, pour illustrer ça, dans le livre, j'ai raconté une petite histoire. Je ne sais pas si tu as lu cet encart sur les souris qui deviennent Alors, je ne l'ai pas eu dans ton livre, mais j'ai un bouquin que j'adore, qui s'appelle Biologie des croyances, et je pense qu'ils en parlent. C'est où ils transfèrent le microbiome et que le comportement change. Pas celle-là. Vas-y, raconte la tienne alors, et après je raconte la mienne. En gros, Pierre Castor, c'est le moment des histoires. C'est l'histoire d'un petit pathogène qui s'appelle Toxoplasma gondii, celui qu'on a quand on a la toxoplasmose. Et c'est un pathogène qui, normalement, se reproduit dans le ventre des chats, mais qui peut réussir à faire son chemin jusqu'à des souris. Donc, les souris mangent Toxoplasma gondii. Et chez la souris, cette petite bactérie peut transformer le comportement de la souris qui devient subitement attirée par le chat, peut-être même sexuellement. Oh, je n'avais pas celle-là. Elle montre que certaines études disent ça, qu'il y a même un type de arousal, sorry pour ne pas faire l'accent, mais sinon, voilà, c'est plus simple, qui montre que ça pourrait même être de l'ordre sexuel, quoi. Elles sont attirées par l'odeur de chat, elles se jettent dans leur gueule, et donc ça promeut le cycle du survie de bactéries, puisque ça promeut la bactérie du chat. Alors, on ne peut pas faire ce type d'études chez l'humain. Par contre, les humains qui ont été les humains qui ont été infectés par Toxoplasma gondii ont plus d'accidents de la route. Alors, de nouveau, là, on ne sait pas si c'est un hasard, comme tu as mangé plus de M&M's, tu as fait un accident. Alors que toi, tu auras mangé plus de M&M's jaunes et tu n'as pas fait d'accident, donc M&M's peut donner un accident, mais je trouve que c'est assez intéressant. Mais tu as raison, donc le microbiome intestinal, une manière de savoir, notamment chez l'humain ou chez la souris, donc ce qu'on peut faire, c'est soit on nous étudie et on transplante le microbiome vers des souris, parce qu'entre nous, ça pourrait être dangereux. Imagine, en fait, je souffre d'obésité, tu me donnes ton microbiome, j'espère devenir musclé, mince comme toi. En fait, tu souffrais de dépression également. Et du coup, et donc, voilà. Mais les études montrent que tu peux, de cette sorte, en transplantant le microbiome, donc c'est simple, tu prends les selles de quelqu'un et tu les mets chez quelqu'un d'autre, ou chez une souris, transplanter l'obésité, la dépression, etc. Donc, des études ont été faites chez des vrais jumeaux, des jumeaux qui ont donc le même facteur génétique, dont
Ils sont discordants en fonction de l'obésité. L'un souffre d'obésité, l'autre ne souffre pas d'obésité. On transplante les microbiomes, c'était 6 couples de jumelles, dans des souris, dans des cages de souris qui sont bien séparées. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi, c'est un peu bizarre. Et donc, les souris qui ont reçu le microbiome des jumelles qui souffraient d'obésité prennent du poids. Elles ne mangent pas plus, elles ne font pas plus ou moins l'activité physique. Les autres restent minces. Après, on met toutes les souris ensemble. Les souris sont coprophages, elles mangent les selles des autres. Et on observe que du coup, le phénotype, donc elles changent de poids. Ça harmonise. Donc c'est celles qui étaient minces et qui mangent les selles de celles qui ont pris du poids, prennent du poids. Ultra intéressant. C'est super intéressant. Donc ça montre que sans rien changer, le microbiome intestinal peut avoir un impact sur ta capacité à prendre de la masse grasse. Et moi, l'étude que j'ai vue sur les souris, c'était qu'ils prenaient des souris agressives, ils transféraient leur microbiome à des souris neutres et calmes, et elles développaient un comportement agressif. Agressif, oui. Et donc, c'est là où ce que tu nous as dit tout à l'heure, il n'y a pas un aspect de notre vie qui n'est pas en lien avec le microbiome, c'est que tu vas me dire, est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi exactement, mais globalement, le fait de transférer les bactéries qu'on retrouve au niveau de notre système digestif influe sur le comportement psychologique, on l'a vu, mais aussi métabolique des individus. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on a des pistes scientifiques qui pourraient commencer à expliquer ça, ou alors juste on le constate mais on ne sait pas très bien pourquoi? Non, on sait. On sait pourquoi. On sait pas tout. Le problème, c'est que le séquençage, l'étude du microbiome intestinal, elle est récente, c'est pas une mode, c'est récent parce que la technologie pour y arriver ont été développées dans les 10-20 dernières années. Donc, je vais faire très simple. Il y a encore plein de choses qu'on doit découvrir. Je vais essayer de pas faire... désolé. Et n'hésite pas à te dire ça c'est sûr, ça c'est mon opinion, etc. Comme ça... Non, mais donc, ce qu'on sait aujourd'hui... Tu peux imaginer que chaque bactérie est comme un super-héros qui a un pouvoir unique. Donc, ces petites bactéries qui vivent dans ton tube digestif, elles ont toutes des fonctions uniques. Et donc, d'où l'importance d'avoir une belle diversité ou richesse du microbiome intestinal. On n'a pas envie d'avoir que des émerics. On a envie d'avoir je te permets des Émeric, des Émilie, des Grégoire, je pense à lui, des Charline, c'est des personnes qu'on connaît en commun. Plein de gens comme ça, et vous tous, et tous ensemble, c'est comme sur la planète, comme pour la forêt amazonienne ou comme la diversité aussi des humains, la diversité promeut l'excellence. Oh, c'est une belle phrase ça. C'est vrai. J'aime bien cette phrase. Je donne beaucoup de conférences sur l'entreprise. Une entreprise m'a demandé un jour de faire une conférence sur le stress vécu par les minorités au travail. Et donc, j'ai fait beaucoup de biblio et j'ai découvert vraiment que la diversité au sein de l'entreprise promeut l'excellence. Plus tu as de diversité, plus ton entreprise... Voilà. Tout type d'individu pour une société qui fonctionne. C'est une belle phrase, c'est vrai. De moi. Non. Donc, tu as envie d'avoir plein de diversité. Une explication de pourquoi la diversité est bonne, en plus de ses super pouvoirs, c'est, et ça c'est dans un livre de Harry Sokol, j'ai vu qui était, je pense, président, oui, c'était le président de mon jury de thèse. Il a fait une BD qui explique très facilement, je pense qu'un enfant pourrait la comprendre, le microbiome intestinal. On a une plage ici, et on occupe tous la place avec notre belle diversité sur notre petite serviette. S'il y a des méchants qui arrivent, la plage est prise, il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'endroit où mettre ta serviette. Donc, ils doivent partir. Le fait juste d'avoir des bactéries qui sont bénéfiques pour l'autre, qui sont là en énorme quantité et en belle diversité, fait que la place est prise et ça permet de lutter contre l'arrivée de pathogènes, de bactéries méchantes. Or, quand ta diversité est réduite, tu résistes moins bien contre les autres pathogènes. En plus, toutes ces bactéries, quand elles sont ensemble, elles s'échangent des trucs. Imagine, moi, je suis excellente pour transformer je dis n'importe quoi, cette lampe en micro qui est essentielle pour ma santé. Toi, tu pourrais prendre ce micro et le transformer en je sais pas quoi. Mais donc, diversité importante. Elles sont là pour permettre de lutter contre des pathogènes, mais en plus, les bactéries, elles peuvent agir directement sur ton organisme, notamment parce qu'à partir de l'alimentation, elles peuvent créer des petites molécules que tu ne sais pas synthétiser tout seul et que tu ne retrouves pas non plus dans l'alimentation. Donc, tu as les acides gras à chaîne courte, par exemple, qui sont beaucoup étudiés, comme le butyrate, qu'on a fait sur le système immunitaire. Tu as plein de vitamines, comme les vitamines du groupe B, des vitamines K, qui ont une influence sur notre santé, qui sont essentielles, et sans ces bactéries, on ne les aurait pas. Les bactéries, elles peuvent avoir une influence sur la perméabilité intestinale.
Donc l'intestin, il est censé être plus ou moins perméable pour laisser passer des choses ou pas. Et ces bactéries, elles peuvent affecter cette perméabilité. Et quand ton intestin devient plus poreux, tu peux avoir carrément des bactéries, des fragments, donc des petits morceaux de peau de bactéries ou des bactéries entières qui se baladent, qui peuvent même aller jusqu'au cerveau. Et qui peuvent expliquer des maladies qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui. Exact. Je pense à du Crohn, je pense à de l'intestin irritable, je pense à toutes ces choses-là. Même la maladie d'Alzheimer. Par aussi, exemple, si vous saignez des gencives, allez consulter. C'est un signe que vous avez une maladie des gencives. Eh bien, quand on saigne des gencives, ça peut être un signe qu'on souffre de problèmes avec nos petites bactéries de la bouche. C'est un signe qui veut dire qu'il y a une inflammation locale, peut-être aussi de bas grade. Tout le corps est en train de combattre. Et on observe que les personnes qui ont des maladies des gencives ont une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer. Et qu'on peut retrouver des fragments bactériens, voire des bactéries entières chez des personnes mortes, après qu'on récupère, et que ça a une influence sur la maladie d'Alzheimer. Il y a une bactérie en particulier qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. J'avais jamais entendu celle-là. Et ben, elle, on sait qu'elle a un impact majeur sur, par exemple, le développement de diabète de type 2. Et quand on soigne les maladies des gencives et qu'on permet de réduire la quantité des bactéries, on soigne également dans une certaine mesure le diabète de type 2. Donc, voilà. Ok. C'est dingue parce que avec ce que tu nous racontes, en réalité, même si on est les premiers à prôner manger équilibré, manger varié, etc., on va en reparler après sur des conseils un peu plus pratiques. Ce que tu me dis, c'est que n'importe quelle personne qui a un problème de santé, que ce soit psychologique, je sais pas du problème de santé, mais stress, dépression, anxiété, etc., burn-out, que ce soit plutôt mon domaine, tendinite, fracture qui consolide mal, etc., ou que ce soit plutôt une maladie métabolique, gagnerait à changer son alimentation ou en tout cas essayer d'optimiser avec les conseils qu'on va pouvoir donner. De toute manière, tout le monde, oui. S'il optimise son mode de vie, améliorera sa santé aujourd'hui, demain ou... Oui, mais quelqu'un qui connaît un peu moins tout ça pourrait se dire non mais je suis déprimé, c'est pas parce que je vais mettre à manger plus de fruits et légumes que ma dépression va aller mieux. Ouais. Tu vois. Pourtant, quand on transplante le microbiome de quelqu'un qui souffre de dépression vers des souris, elles peuvent souffrir de dépression sans rien avoir changé. Donc oui, tout le monde pourrait s'intéresser à son microbiome intestinal. Ouais, mais c'est dingue parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est encore très dichotomie. C'est si je veux aller mieux sur ma dépression, il me faut des antidépresseurs ou voir un psy. Si je veux avoir moins de problèmes au ventre, il me faut des inhibiteurs de pompe à protons et voir un gastro, tu vois, etc., etc. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact que ça peut avoir sur les différents facteurs. Tu nous as parlé de variabilité justement qui était importante. Si je dis pas de bêtises, dans ton livre, tu recommandes 30 sources de plantes différentes, c'est bien ça? Ouais. Ça fait beaucoup là, non? 30 aliments d'origine végétale par semaine, ça paraît ambitieux, mais c'est vraiment facile. Et ça, c'est essentiel pour promouvoir la diversité du microbiome intestinal. J'ai choisi ce chiffre parce qu'il y a une étude en particulier qui m'a intéressée. J'aime bien donner des chiffres simples. Donc, on sait que plus tu augmentes la diversité des aliments que tu manges, idéalement des aliments qui ne sont pas transformés et du monde végétal, plus tu nourris le microbiome intestinal. Chaque petite bactérie, elle a envie de manger des choses différentes. Donc, si tu as de la diversité, tu nourris sa diversité. On va dire ça comme ça. Et une étude en particulier a montré, de manière plus précise, que les personnes qui mangent moins de 10 aliments d'origine végétale par semaine ont un microbiome qui est vraiment moins divers, riche, donc moins bon que les personnes qui mangent plus de 30 aliments d'origine végétale par semaine. Et c'est un signe majeur de bonne santé du microbiome intestinal et c'est associé à une meilleure santé, d'avoir une belle diversité. Juste petite parenthèse, un truc très simple, mais aliments d'origine végétale, donc fruits, légumes, c'est très simple. Noix. Fruits, légumes, noix, les épices. Donc imagine, les épices ce aussi. midi, tu vas prendre un avocat avec du za'atar, tu vas mettre du quinoa, donc oui, légumineuses, céréales, épices, herbes, graines. Oui, c'est pas que fruits et légumes. Fruits et légumes, 30, ça peut être costaud. Oui, mais donc quand je on mange de l'avocat avec... qu'est-ce qu'on va manger comme légumes? Avocat, tu peux y mettre... On va avoir un peu de kimchi, en plus qui est fermenté. Des probiotiques. Tu peux y mettre une bonne huile. Une bonne huile, ça fait ça. J'ai un mix de graines que j'aurai dans ma cuisine, que j'ai préparé dans ma cuisine exprès pour des salades avec
6 graines différentes, disons Ouais. lin, chia, Oh, tu triches, tu fais sésame, plus 6 d'un seul coup, quoi. J'ai un mix de zatar, Ouais. donc, qui est une herbe que j'adore, où tu as du thym, plein de petites choses. Mhm. Et en fait, en un repas, aujourd'hui, moi, j'ai une diversité de plus 15, Mhm. tu vois. T'es vraiment une tricheuse. Est-ce que bientôt Mais c'est tu comme ne ça. commercialiserais pas ton propre mix de graines? Ouais, je devrais avoir un mix. Mais ok, oui, donc pour toi, en effet, ça c'est un bon outil pour quelqu'un qui veut beaucoup diversifier mais qui a du mal, c'est de prendre des mix de graines, de mix d'épices, mix de noix, Des mix de noix, des mix de Oui, graines. graines et noix, c'est pareil pour moi, Tu c'est manges pour des pâtes l'hamster. tous les soirs. Comment? Tous les soirs, tu manges des pâtes avec une sauce aux légumes. Mhm. Eh bien, dis-toi, en plus de ça, je vais m'acheter une conserve. Si t'as pas le temps de cuisiner, t'as l'impression que c'est super compliqué, tu t'achètes une conserve de pois chiches, Ouais. sans sucre, parce que parfois il y a du sucre, Mhm. et une conserve de lentilles noires. Mhm. Tu les rinces bien, et donc dans ta sauce, tu vas rajouter juste un peu de pois chiches, un peu de lentilles. Mhm. Au début, on va y aller mollo, parce que si des La bactéries digestion ne va sont- être compliquée. si tes bactéries sont pas exposées à ce type de nutriments, tu peux te transformer en usine à gaz, littéralement. Moi qui mange ce type d'aliments depuis toujours, franchement, je pense que je peux manger une conserve entière de pois chiches, il ne se passe rien, tu vois. Ouais. Pour l'info, c'est ce qui se passe dans les intestins. De manière autonome. De penser de manière complètement autonome. De penser, en vrai, j'ai une vie. Ça, c'est à chaque fois que je vais chez le médecin, on me dit comment se passe votre vie intestinale. Elle est Trop bien. parfaite. Ouais. Ouais. Il n'y a aucun symptôme désagréable. Bref, j'allais commencer à partir dans intéressant pour les gens de savoir l'échelle de Bristol et tout, mais je me suis dit que c'était un peu gênant. Ah, c'est compliqué. Puis en plus, C'est sur un gênant. podcast, les gens regardent peu. On aurait pu mettre une image. C'est pour faire simple, c'est une image qui vous permet de caractériser vos selles en fonction de leur aspect visuel. Bref. Ouais. Pendant mon Tu doctorat, nous fais des beaux caca, on a compris. non, je voulais pas dire ça. Je me disais que c'est intéressant. Je voulais pas du tout dire ça, vraiment, ça me gêne. Mais c'est intéressant pour les personnes qui veulent savoir si leur alimentation est intéressante. Je suis trop gênée. Allez voir l'échelle de Bristol et regardez dans quelle catégorie Pour savoir vous si êtes. les gens ont une bonne santé digestive, c'est quelque chose d'important. Et pendant mon doctorat, c'était trop gênant. Parce que N'envoyez pas de photos, Émilie, sur Instagram, s'il vous non, plaît. tous de mes vos patients, selles. je devais leur dire à un moment, sur cette échelle, C'est de 1 à 5, hein, si je dis pas de c'est bêtises. de 1 à 6, 6, pardon. 1 à 7, où vous situez-vous? Et à chaque fois, les gens tergiversent, te racontent des détails, et tu te dis, ok, je note tout. Mais... Kiné, c'est un bon métier, hein. On est moins embêtés sur ça. ouais, parce que j'en ai vu pendant mon doctorat. Bref, un peu de sérieux. Donc, 30 sources végétales, ça c'est hyper intéressant. Évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des recommandations, si vous êtes à 2, ne visez pas 30. Mais si déjà vous êtes à 2 et que vous passez à 10, 15, c'est déjà une bonne manière de commencer. Ouais, toujours C'est- commencer petit. C'est ça, c'est comme quand on dit marcher 10 000 pas. Si vous êtes déjà à 1005, bah passez à 2000, à 2005, à 3000, etc. pour viser les 10 000. Là, c'est pareil. Sachez que c'est un objectif santé, mais si vous arrivez juste à augmenter votre nombre de bases, parce qu'on vient de vous donner un indicateur de voilà sur quel levier vous pouvez jouer pour améliorer votre santé, vous serez toujours dans le bon. Ouais. Nickel. Exact. Il faut être gentil avec soi-même, bienveillant, y aller petit à petit, sinon c'est toujours l'échec. Ok. Voilà. Donc on a parlé de cette diversité plutôt végétale. Est-ce qu'il y a d'autres grands conseils qu'on pourrait donner qui sont vraiment optimales pour améliorer notre microbiote? Oui. Ou de Alors, choses à éviter aussi. je pense que cette diversité de 30 aliments d'origine végétale par semaine permet aussi d'avoir les fibres. Oui. Et c'est trop compliqué pour les gens de se dire il faut 30 grammes de fibres. Ah, ça c'est une question que je l'avais vu en effet. 30 grammes de fibres, donc ça c'est ce qui est recommandé. Donc fibres par contre c'est plutôt fruits et légumes. Ah non, et légumineuses aussi. Non, fruits, légumes, les aliacées, l'ail, l'oignon, etc. sont très riches en Ouais. fibres. Tous ces aliments Mais ça fait combien sont riches en fibres. grammes dans ton assiette concrètement? Tu saurais dire ou Ça pas? dépend des C'est trop aliments. varié, ouais. Mais avec une assiette, Émilie Stenbach, Ouais. en une assiette, je vais mettre 30 grammes de fibres. Ok. Donc une grosse assiette de légumes par exemple. Tu pourras et ajouter une petite image. Ouais. Ben, ici, dans cette photo, vous avez 30 grammes de fibres en un seul repas qui est facile à manger. Ok. Voilà. Bon, il vaudrait mieux quand même le couper sur une journée, mais Ouais. si tu veux, je peux te mettre genre ici un petit truc au petit-déj, là un truc au déjeuner, ici au dîner, plus un petit snack là. Ouais. En tout cas, Euh, c'est pas si difficile que ça d'atteindre 30 grammes. Non, Juste en justement essayant de viser les. c'est pas difficile, mais la majorité de la population n'y est pas. Or, pour nourrir le microbiome intestinal, donc chaque aspect de la santé, il faut consommer 30 grammes de fibres, c'est recommandé. Si vous avez envie d'avoir un bon transit intestinal, de bien scorer sur l'échelle de Bristol,
désolée d'avoir parlé de ça, de réduire le risque de cancer colorectal. Il n'y a pas une raison pour laquelle vous ne devriez pas consommer 30 grammes de fibres, sauf si vous souffrez de troubles de la santé intestinale et que votre médecin vous a dit de suivre un régime sans FODMAP. Mais pour la majorité de la population, il faut essayer d'atteindre cet objectif, mais juste y aller très progressivement. Ouais. FODMAP, c'est une catégorie d'aliments qui sont de manière générale plus difficiles à digérer pour notre système. Et il y a des gens chez qui ça se passe bien, mis à part un peu de gaz, mais il y a des gens chez qui vraiment ça peut créer des vrais troubles. Et donc il y a des catégories de patients chez qui on préconise de ne plus prendre ou de limiter fortement ce type d'aliments, où on va retrouver des légumineuses, on va retrouver les oignons, si je dis pas de bêtises, des choses comme ça qui sont plus difficiles à digérer. C'est ça ? Ouais. Ok. Mais c'est pas que dans des fruits et légumes que tu retrouves des fibres. Ouais. Tu retrouves des fibres même dans du café un peu. Ok. Et donc ça, c'est un peu ce qui est préconisé. Est-ce que tu aurais plutôt des choses à éviter qui, au contraire, peut nuire au microbiote ? Je donne l'exemple qui n'a aucun rapport, mais par exemple, je sais que tu me dis si je me trompe, il me semble que les antibiotiques, par exemple, ça peut avoir un effet négatif sur notre microbiome. Non, c'est pas le débat ici, mais d'un point de vue de la nutrition, de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui sont à éviter ? Parce que au contraire, là, on nous dit comment augmenter notre population, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire qui risquent de réduire notre population intestinale ? Picoler de trop. Ok, l'alcool, ouais. L'alcool, donc il faut limiter l'alcool. Plein de facteurs, mais du coup aussi pour notre microbiote. Voilà, il faut limiter la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, on peut les casser en 4 types, pas du tout transformés. Une pomme. Comment elle s'appelle ? Nova ? La chaîne Nova, c'est ça ? Et le 4, c'est ultra transformé. C'est quelque chose que vous n'aurez jamais pu créer tout seul si vous étiez un homme préhistorique dans la nature. Et même dans votre cuisine, vous n'y arriverez pas. Il faudrait avoir des ingrédients que vous ne retrouveriez jamais dans votre cuisine. Du sirop de glucose fructose, par exemple. T'as pas ça, toi ? Moi, non. Ou des techniques qui permettent de créer des textures que vous n'avez pas, avec des machines que vous n'avez pas chez vous. Juste, petite parenthèse, je te coupe sur ça, parce que je sais que tu vas partir encore dans tous les sens. Pardon. La whey, tu le mets dans quelle catégorie ? La whey, donc la protéine en poudre, tu saurais dire c'est Nova combien ? À mon avis, c'est du Nova 3, mais pour certaines, ça pourrait être du Nova 4. Nova 4, parce que c'est de la whey tout seul à faire maison, c'est compliqué. Ouais. Du coup, je place que je ne suis pas contre la whey. Non, mais moi non plus. Et moi, je le prends régulièrement. Et dans certaines pratiques, d'ailleurs, j'ai fait 6 mois de recherche sur le sujet sur la prise de whey, enfin de BCAA, d'acide aminé branché, chez les personnes souffrant de sarcopénie. Ok, sarcopénie, donc fonte musculaire liée à l'âge, pour faire simple. Ouais, tellement importante que les personnes souffraient d'encéphalopathie hépatique. Ah, ça par contre, je te laisse le définir. En gros, tes muscles permettent d'avoir un rôle de détox. Ouais. Comme le foie, les reins. Le muscle aussi est un organe très important. Quand ton muscle fond de trop, pour faire simple, tu peux avoir des déchets qui s'accumulent dans le corps, comme l'ammoniac. Ok, intéressant. Et donc, les personnes qui souffrent de sarcopénie très avancée peuvent avoir des problèmes au foie et avoir un excès d'ammoniac dans le cerveau, tomber dans le coma et en mourir. C'est ouf. Et donc, j'ai fait une recherche sur comment on peut prévenir chez des personnes âgées qui souffrent de sarcopénie, donc c'est très difficile de les mettre au sport. Voilà, ça. Ouais, ok. Et d'ailleurs, dans les recommandations officielles, les populations âgées, la recommandation officielle chez une personne sédentaire, chez un adulte, c'est 0,8-0,9 grammes de protéines par poids du corps. Et chez les personnes âgées, on est plutôt entre 1 et 1,1 g de protéines par poids du corps, justement pour essayer de lutter contre cette sarcopénie. Ouais. Donc, on peut prendre de la whey, de la protéine en poudre, et donc on est Nova 3, Nova 4, et donc on retourne sur notre échelle de Nova. Si vous prenez de la whey qui n'a pas d'édulcorant. Ou d'autres additifs qui ne sont pas... Il y a des whey, c'est très très rare, mais qui sont de bonne qualité. J'en ai trouvé une, quoi. Vas-y, tu es chez qui ? Non, je peux pas dire. Pourquoi, t'as un conflit d'intérêt ou... Bah oui, un scientifique peut pas citer de marque. Ah, ok, intéressant. Bon, bah nickel. C'est uniquement pour mes clients. Moi, je vais citer un copain. Si ça vous intéresse, allez voir In Nut We Trust. C'est un ami qui a créé ça, où en gros, ils ont créé une sorte de Nutri-Score, comme une échelle, mais ils le font beaucoup sur des produits un peu comme ça, et ils leur donnent une note à tous les produits en fonction de l'impact sur la santé, mais aussi de l'impact écologique, du respect des populations. Donc, par exemple, si pour faire ça, il faut aller délocaliser certains peuples ou utiliser d'autres personnes, ça leur joue la note et ça leur donne une note. Et moi, maintenant, je ne choisis que mes produits comme ça. Donc, allez voir In Nut We Trust et vous avez une sorte de nouveau Nutri-Score, mais un peu plus complet et un peu plus généraliste. On ferme cette parenthèse. Donc, on évite les aliments de type 4. Trop transformés. Oui.
Parce que ça nuit à notre microbiote. À la santé, au microbiote intestinal. Donc, juste pour te donner un exemple, un collaborateur pendant mon doctorat a vraiment fait des recherches fascinantes là-dessus, le docteur Benoît Chassin. Il montre que les émulsifiants, donc on retrouve dans des aliments ultra transformés qui donnent ces textures et qui sont chouettes pour faire des aliments irrésistibles et impérissables, eh bien, quand on les consomme, certains d'entre eux ont la capacité de changer les fonctions des bactéries. Donc, elles peuvent développer une capacité... Donc, les bactéries, elles ont une petite queue qui leur permettent de se mouvoir dans l'espace. Elles bougent beaucoup. Et normalement, ton intestin, il est protégé par une couche de mucus. Et ces bactéries qui sont dans la lumière de l'intestin, on est comme un donut. Hein. Ouais. Donc, tes bactéries, elles ne sont pas en toi. Si tu regardais nous, on a une espèce de donut. Les bactéries, elles sont là, elles sont dans le trou. Elles ne sont pas censées venir trop près de la couche délicieuse du donut. Ouais. Et donc, il y a un mucus qui te protège également. Et ces bactéries, elles peuvent développer une capacité, leur petite flagelline devient super puissante, et elles peuvent rentrer dans le mucus et venir ennuyer la paroi du donut, favoriser la perméabilité intestinale, dont on a parlé, et donc plein de troubles de santé, même la prise de poids avant même l'excès calorique. Donc, tu t'abîmes tellement ta santé qu'il se passe des trucs qui fait que tu accumules plus vite du gras, alors que tu n'as même pas changé encore ton apport de calories. Donc, ces aliments ultra transformés sont vraiment délétères. Délétères. Mais en fait, scientifiquement, c'est très difficile de le dire parce que chez l'humain, il n'y a qu'une étude qui a étudié l'impact d'aliments ultra transformés parce que ce n'est pas du tout éthique. Ouais. Tu vois, on ne va pas dire, Émeric, on te met sous une cage pendant un mois et on regarde si tu deviens dépressif. Oui. Ce que tu nous dis, c'est que d'un point de vue scientifique, sur une étude, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est tenez, vous faites ça, tenez, vous faites ça, qui là, du coup, serait moins bon pour votre santé, puis on regarde comment vous évoluez. Oui. Vu que ça n'a pas le droit de nous-mêmes créer l'étude, on ne peut faire que des études observationnelles, qui est bon. On regarde qui fait quoi comme il en a envie et on regarde un peu les conséquences. Ouais. Le problème de faire ça, c'est que c'est beaucoup plus multifactoriel parce qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent et qu'on peut moins dire toi tu fais que ça et toi tu fais que ça. C'est un peu ça le côté négatif. C'est tout à fait ça. Mais chez la souris, on fait ce qu'on veut. Une alimentation ultra transformée. C'est d'ailleurs triste qu'on fasse ça sur des souris, mais une alimentation ultra transformée a des effets vraiment très néfastes sur leur santé, les pauvres. Et chez l'humain, je pense qu'il y a une étude qui est sortie en 2024 de Lane et al. J'espère que c'est la bonne ref, qui a vraiment fait une méta-analyse et une revue systématique de toutes les études qui étudient la conservation entre aliments ultra transformés et santé. Ouais. Et ils ont montré que tu augmentes dépression, troubles du sommeil, anxiété, plein de types de cancers, plein de maladies. Là, j'ai cité celles qui m'intéressent, neurosciences et les métaboliques aussi, mais voilà. Mais ce que tu nous dis, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on constate cette corrélation. Genre, il y a un lien entre les deux. Mais est-ce que les gens qui ne mangent pas ultra transformés font pas aussi moins de sport? Est-ce qu'ils n'ont pas un sommeil de moins bonne qualité? Il y a d'autres phénomènes confondants qui fait qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de cette alimentation-là. Exact. Mais dans ce type d'études, maintenant, on a des techniques statistiques qui permettent de corriger contre ces biais. Et c'est pour ça, avant, je ne sais pas si tu avais déjà entendu cette phrase qui dit « un verre d'alcool par jour, ça fait du bien ». Bien sûr. Ouais. Parce qu'on n'avait pas ces capacités de contrôler pour les facteurs confondants. Or, de nouveau, il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui a repris plein d'études et qui a montré qu'en fait, les gens qui picolent sont souvent plus riches, d'un statut socio-économique plus élevé, donc ils ont accès à du bon vin. En fait, il y a aussi une étude comme ça qui a montré que les gens qui jouent au tennis sont en bonne santé. Oui, je l'ai vu, ça. Il y avait des classifications, genre, voilà les meilleurs sports pour être en bonne santé, et tu vois tennis numéro 1. Et moi qui suis assez bon à analyser les effets bénéfiques d'un sport sur la santé, je me dis, j'aurais pas parié sur le tennis. Mais en fait, juste que quand j'exagère, mais si tu joues au tennis, c'est que t'es blindé. Si t'es blindé, c'est que t'as plein d'éléments pour que ta qualité de vie soit meilleure. Je caricature, évidemment, mais c'était ça le problème. Exact. Et pour l'alcool, c'est pareil. Donc, les personnes qui viennent d'un statut socio-économique plus favorisé ont tendance à picoler plus. Ils ont également beaucoup plus de relations sociales. Tu sors plus, t'as plus d'amis, etc. Donc, tu prends un petit verre. Ils n'ont pas fait attention, mais en fait, si tu souffres déjà d'une maladie et que soit tu ne peux pas boire d'alcool parce que tu es trop mal, soit c'est interdit parce que tu es malade, mais ils mettaient tout dans le même groupe, donc évidemment, les personnes étaient déjà malades. Donc, aujourd'hui, on a quand même des techniques statistiques qui permettent de contrôler pour certains facteurs comme ça, et donc pour les aliments ultra transformés, quand même dans ces études, ils regardent, peu importe statut socio-économique. Ok, ils arrivent aujourd'hui un peu mieux, et donc...
c'est plus seulement il y a un lien, mais c'est peut-être plus une conséquence. Alors, on peut quand même pas dire ça, parce que pour ça, il faudrait une étude d'intervention randomisée. On garde des pincettes, j'ai compris. Moi, toujours. Ok, donc on évite les aliments ultra transformés, l'alcool, on évite aussi ou pas pour le microbiote? Alors, on sait s'il y a un effet ou pas? On essaie de limiter la consommation d'alcool. Je suis pas du tout quelqu'un qui dit qu'il faut pas faire quelque chose. C'est-à-dire que tu pourrais me voir un jour manger un paquet de chips. Je suis pas dans l'interdiction, donc j'ai pas envie de dire qu'il faut pas boire d'alcool, mais est-ce que dites-vous qu'il n'y a pas une seule quantité d'alcool qui est bénéfique pour la santé. Un verre de vin par jour. Et donc cette étude montrait qu'un verre de vin par jour ne fait pas que tu es en meilleure santé. Juste, il n'y a peut-être pas trop d'impact. Au-delà de ça, il y avait un impact néfaste. Donc, ne buvez pas plus d'un verre d'alcool par jour si vous êtes une femme, 2 si vous êtes un homme. J'essaie d'être conservatrice. Essayez d'avoir plus de jours d'abstinence que de jours de consommation d'alcool. Et si c'est compliqué, si votre relation est compliquée avec l'alcool, il faut consulter. Une addiction, c'est compliqué à traiter. Est-ce que les modes de cuisson ont un impact? Oui. Donc, quand tu cuis à des températures très élevées, tu crées des petits déchets, des petites molécules toxiques, méchantes, qui ont un impact sur notre santé. Sur le microbiote ou sur la santé? La santé, tout est lié. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé si certains composés sont vraiment mauvais pour le microbiome intestinal, mais certainement que oui. Le microbiome est capable de métaboliser autant la nourriture que des médicaments ou des drogues. Donc, pourquoi pas aussi des composés néfastes qu'on trouverait dans l'alimentation. Et donc là, ce serait quoi? Ce serait éviter les fritures ou il y a même d'autres modes de cuisson au four ou autres qu'il faudrait limiter? Favoriser les cuissons à plutôt basse température, température modérée. Ne pas consommer d'aliments qui ont fumé, qui sont noircis. Par exemple, si tu as un toast et que tu vois le grille-pain qui fume du noir, mais c'est bon. Hein, même des oignons, moi, les oignons bien caramélisés, bien grillés, j'adore ça. Bah alors... C'est des oignons, je suis dans mes 30 sources. Donc, évidemment, il faut essayer de bien cuisiner, que ce soit bon, etc. Mais des petites choses, par exemple, votre huile, elle ne doit jamais crépiter ou fumer. Ah oui, tu m'avais envoyé un message suite à une story où j'avais fait revenir de l'ail dans l'huile au four. Et j'avais dit, j'espère que c'est pas l'huile d'olive. Oui. Parce que du coup, toutes les huiles ne supportent pas de la température de la même manière. Voilà, donc pour l'assaisonnement, on va favoriser colza, huile d'olive, extra vierge pressée à froid. L'huile d'olive, on peut la faire cuire à une certaine température, modérée. Mais si vous voulez faire de la friture, il faut prendre des huiles. La friture, je ne le recommande pas. Il faudrait consommer moins d'une portion de friture par semaine, idéalement encore moins. Mais si vous voulez faire, je sais pas, un wok de légumes à très haute température, parce que vous voulez que vos légumes soient un peu snackés, mais quand même encore croustillants, on va favoriser coco, ghee, du beurre. C'est plus intéressant d'avoir une huile qui est bien conservée pour notre santé que d'avoir de l'huile d'olive carbonisée, quoi. Ok, donc ayez de quoi adapter les huiles que vous utilisez en fonction de est-ce que c'est juste un assaisonnement ou alors est-ce que je l'utilise comme un mode de cuisson. Et puis pour tous vos aliments qui sont bons en bon gras, essayez de ne jamais les cuire au-dessus de 180 degrés. Donc si vous mangez des sardines qui sont riches en acides gras oméga 3, préférez-les sous forme de petits ceviche. Je sais pas si c'est bon un ceviche de sardines, mais... Je t'avoue que moi, sardines, c'est en boîte, point barre. Ouais, mais en boîte, c'est très bien. Je les mange comme ça. Les oméga 3 sont très bien conservés, moi aussi. Je vous donne une petite recette. Franchement, c'est l'instant cuisine que j'adore faire, qui marche trop bien. Je mixe une boîte de sardines avec une boîte de maquereau et une boîte de thon. Je mixe tout ça. Ma belle-mère le faisait rajouter une noisette de beurre, ce qui donnait une texture encore plus crémeuse. Moi, je le mets juste comme ça avec un peu de citron et ça te fait une petite tartinade avec du coup que des poissons gras. Que tu peux manger comme ça ou sur un apéro et c'est archi bon. Tout ça qui j'ai fait goûter, on trouvait ça trop bon. Trop bien. Et du coup, t'as sardines, maquereau et thon. Bah alors, tu peux consommer ta boîte de sardines et harengs autant que tu veux, 2-3 par semaine. Le thon, on limite pour la contamination mercure. Donc, pas manger du thon tous les jours, quoi. Ok. Bon, bah, elle a complètement flingué ma recette. Aussi pour l'océan. Voilà. Mais sardines, harengs, maquereau, anchois et truites à consommer 150 à 300 grammes par semaine. Donc, ça correspondrait en termes de sardines, de conserve de sardines à 2 boîtes par semaine. 2-3 boîtes par semaine. Et si vous n'en consommez pas,
se supplémenter en acide gras oméga 3. Ouais. Merci beaucoup, Émilie. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à mettre un énorme pouce bleu. Si vous avez des questions sur tout ça, vous nous le mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, bienvenue. Je suis M. Kiné et ostéopathe du sport. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Ciao.